Bonjour et bienvenue sur le plateau de Scène Libre, une émission consacrée à l'actualité littéraire. Aujourd'hui, nous vous proposons une émission où il sera question des protagonistes féminins dont les parcours sont remplis de choix cruciaux à des moments de leur enfance. Nous aurons le plaisir d'accueillir Anne Schmoch pour son ouvrage Hold Up Intergalactique, publié en 2024, un recueil jeunesse qui nous conte l'histoire d'une jeune fille prise dans un voyage intersidéral. Avec nous également Guillaume Aubin, pour son roman L'Arbre en colère, publié en 2022. Une histoire au croisement du Grand Nord canadien et de ses rites et traditions. Scène libre, épisode 4, c'est parti. Bonjour Anne Schmoch, merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre livre Hold Up Intergalactique, publié aux éditions de la Sarbacane. Bonjour Guillaume Aubin. Bonjour. Merci d'être avec nous également pour nous parler de L'Arbre de colère, publié en 2022. Oui. Et bonjour Jean-Serge. Bonjour. Auteur. Merci d'être avec moi pour m'assister, pour interroger nos auteurices. Très bien. Anne, avant d'attaquer directement Hold Up Intergalactique, vous êtes une autrice qui a déjà publié plusieurs romans. Oui. Notamment plusieurs romans dont les sujets étaient inspirés de la mythologie, notamment la mythologie grecque, si je ne me trompe pas. Oui. Et là, dans ce nouveau roman, surprise, pas de mythologie, mais de la science-fiction. Alors comment est-ce qu'on passe d'inspiration plutôt antique à des voyages intersidéraux? Oui, alors c'est vrai que j'ai commencé par la mythologie, parce que mon parcours universitaire aussi avait fait, je connaissais bien la mythologie. Et aussi pour écrire un roman, parfois on dit il faut un bon méchant. Et quand j'avais commencé à chercher un bon méchant, je m'étais dit finalement, dans la mythologie, ils sont vraiment pas mal les méchants. Et ils appartiennent à tout le monde. Et puis voilà, ça rajoute une dimension universelle. Donc j'avais commencé par la mythologie. Et après, donc mythologie grecque. Et puis après, on m'avait demandé, donc en comédie, et on m'avait demandé la version sérieuse et effrayante chez une autre maison d'édition. Et là, c'était la version donc mythologie romaine plutôt. Et je me suis dit que j'avais pas non plus passé toute ma vie à écrire des ouvrages autour de la mythologie. Et donc j'ai écrit pour la collection Pépix des ouvrages qui étaient plus du tout en rapport avec la mythologie. Et la science-fiction, alors c'est vrai que c'est pas un genre avec lequel j'étais au début très à l'aise. Et l'idée, c'était aussi, moi ce qui m'intéresse, c'est quand même d'écrire de la fiction, d'écrire des histoires, d'essayer d'emmener les lecteurs le plus loin possible dans des univers les plus farfelus possibles. Et je m'étais jamais essayée à ce genre. Donc j'ai eu l'envie de m'essayer à cet exercice. Très bien. Voilà. Comme Anne a pu le dire, elle a eu un intérêt pour la fiction. C'est à peu près la question que j'ai envie de vous poser, c'est quand je lis votre livre, on sent que ça pourrait être un roman historique, peut-être, que vous avez développé là-dessus. Et surtout, on essaie la question que je me pose, c'est quelles sont les parts de fiction et de documentation du récit? Alors en fait, c'est vrai que c'est un roman qui est hybride, L'Arbre de colère, mais c'est un peu parce qu'il a eu une construction hybride, parce que je suis allé au Québec. J'ai eu un petit voyage et en revenant, j'ai eu très envie de travailler sur ces forêts de la taïga canadienne. Donc j'ai commencé à écrire, mais vraiment de manière très spontanée, parce que j'étais un peu, justement, à cette époque, bloqué dans un projet en rapport avec l'Ukraine, à l'époque, très documenté. Et la documentation me limitait. J'arrivais plus à m'en sortir et à me libérer de ça. Donc, en voyant ces forêts, je me suis dit, je vais me lancer dans un projet sans avoir à rendre de compte au réel. Et je me lance comme ça, un peu dans cette première scène que j'écris. Et puis, au fur et à mesure, quand même, ça m'a intrigué. C'est les cultures autochtones du Canada, et notamment la culture Innu, dont je me suis inspiré
pour mon livre, même si ça ne parle pas de ça exactement, et j'ai maquillé quand même, parce que j'ai pris des libertés par rapport à la culture Innu. Et donc je me suis lancé, puis j'ai commencé à me documenter, et donc au fur et à mesure, finalement, le roman qui devait être une pure fiction est devenu de plus en plus documenté, historique. Donc dans le détail, je pourrais dire qu'il y a des choses qui sont inventées, notamment le K, qui est un fruit qui a des propriétés psychotropes. Ça n'existe pas, ça je peux le dire. Après, il faudrait vraiment démêler la trame de ce qui est vrai et de ce qui est faux. Mais c'est vraiment bien... Voilà, il faudrait voir au cas par cas, j'ai envie de dire. Eh bien, toujours dans ces histoires de tradition, et dans ce roman, il y a beaucoup de rites de passage. Est-ce que pour vous, parce que c'est des rites très violents, est-ce que c'est une forme de transposition des rites qu'on peut vivre aujourd'hui, d'un passage d'enfance à l'adolescence, puis à l'âge adulte, pardon? Est-ce que c'est une forme de transposition de nos rites à nous dans une autre culture? Alors, je dirais que non, dans le sens où, il me semble, mais je n'ai pas creusé la question contemporaine, mais qu'il y a plutôt des chercheurs qui disent, justement, il n'y a plus de rites aujourd'hui, ou en tout cas plus de rites aussi marqués, et que il me semble que dans beaucoup de cultures, on est enfant, et puis on passe ce rite, et on devient adulte, et donc il n'y a pas d'adolescence. Et donc, à la fois, ça peut être très brutal, et en même temps, c'est très net. Or, aujourd'hui, maintenant, on invente des termes, on parle d'adolescent, etc., de young adult, et donc on invente des nouvelles catégories pour parler de cette enfance qui continue, de cette adolescence qui ne termine pas, etc. Donc, je crois, au contraire, que j'avais envie d'écrire un livre où il y a un rite qui est extrêmement net. Ok. Parce que moi, quand vous me parlez de ces rites, dans ce que j'en ai ressenti dans la lecture, j'ai ressenti des rites pour affirmer soit une féminité, soit une masculinité. Et j'ai l'impression que dans notre société d'aujourd'hui, même si ça passe pas par des rites, on doit passer par des passages auprès des autres jeunes. Des passages, on doit affirmer notre masculinité et notre féminité. Ça doit être marqué très vite. C'est en ça que j'ai senti une forme de parallèle. Mais peut-être que je me fourvoie. Vous n'êtes peut-être pas parti dans ce comparatif-là. Alors c'est sûr que je m'inspire de ce que j'ai pu vivre et de la période contemporaine, et je me base aussi sur des vécus d'aujourd'hui, en imaginant qu'ils puissent avoir une résonance universelle et qu'ils puissent être vécus à une autre époque. C'est vrai que j'appelle pas ça, en tout cas dans ma tête, j'appelle pas ça des rites, mais oui, je vois tous ces petits moments où on nous demande d'affirmer qu'on fait partie du groupe des hommes ou des garçons, ou du groupe des filles. Et ça, oui, ça je l'ai beaucoup questionné, c'est sûr. Et vous parlez du rapport au réel que vous avez mis à distance. Et en fait, c'est la question que j'ai envie de vous poser, Anne aussi, c'est qu'on entre dans le texte, et il y a peut-être que c'est pas vrai, mais il semblerait qu'il y ait une disparition des réseaux sociaux ou du téléphone, en fait, qui ne met pas direct de rapport au contemporain. Est-ce que c'est un choix? Oui, c'est vrai que c'est pas un sujet que j'aime mettre particulièrement dans les romans, sauf si ça peut être d'une utilité en termes scénaristiques, parce qu'effectivement, je trouve ça quand même plus intéressant, en tout cas pour la fiction, enfin le type de fiction qui m'intéresse, de vivre une aventure directement, plutôt que de passer par le filtre, une aventure par procuration, qui est souvent celle qu'on vit sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que pour tous mes personnages, ils sont en général jetés directement dans l'aventure, et voilà, l'aventure au sens romanesque du terme. Et je ne m'embarrasse pas trop de réseaux sociaux et de téléphones portables. Voilà. Et justement, parce que votre texte parlait beaucoup du rapport à l'apparence, comment on existe des autres, en fait. Oui. Et les réseaux sociaux participent énormément à ça. Oui, c'est vrai. Mais pour le coup, c'est vrai que ça, c'est une question qui m'intéresse beaucoup, comment on se positionne par rapport à un groupe, comment on peut renoncer à... Enfin, comment on peut se détacher d'un milieu social lié à l'enfance, de croyances qu'on a pu avoir dans l'enfance par un milieu familial, comment on se détache de ça, et aussi, voilà, comment on peut trouver son propre chemin par rapport à un groupe. Et alors, effectivement,
c'est une question qui est très présente. Enfin, la question des réseaux sociaux résonne avec ça. Mais je trouve que c'est moins porteur de fiction, pour ma part. D'accord. Voilà. Mais effectivement, dans Hold Up Intergalactique, il y a vraiment cette question d'apparence et de sauver les apparences à tout prix. Et l'histoire, c'est quand même de s'en détacher. Et alors, c'est pas un rite de passage, mais c'est vrai qu'en scénario, voilà, j'ai fait pas mal de workshops de scénaristes pour écrire des scénarios de bande dessinée. Et il y a un terme, alors, américain qui est le coming of age, et donc c'est l'histoire dans les séries de comment on passe à l'âge adulte. Alors là, ça reste des enfants, c'est pas un passage à l'âge adulte, mais en tout cas c'est un passage où on devient au plus près de soi-même, quoi. On accepte ce qu'on est. Donc ce passage-là m'intéresse pas mal. Toujours dans cette question d'acceptation. Un motif qui est très classique dans la littérature jeunesse, c'est deux personnages, un masculin, un féminin, se rencontrent, vont tomber amoureux à la fin, après l'aventure qu'ils ont vécue, ce qui n'est absolument pas le cas dans votre ouvrage. Et ce qui est très chouette de nous proposer des nouvelles mythologies qu'on peut se raconter, des nouveaux récits, en tout cas, proches de la fraternité, sororité, amitié. Et ce discours d'amitié, en quoi il est si important aujourd'hui ? Oui, alors juste je fais un mini détour. C'est vrai que la question de l'amour et de l'amour dans un sens très stéréotypé, effectivement, dans beaucoup de fictions, il va y avoir un homme et une femme qui vont se rencontrer et ils vont se révéler à eux-mêmes par l'amour. Et alors moi, il se trouve que pour gagner ma vie, j'ai écrit énormément de romans à l'eau de rose, parce que voilà. Et donc en fait, j'ai écrit aussi pas mal de mes romans contre ces modèles-là qu'on me demandait c'était de l'écriture de commande, hein, donc voilà, j'en ai écrit un peu à la chaîne. Et donc j'ai écrit des romans un peu contre ça. Donc par exemple Gorilla Girl, où j'ai repris des motifs de la romance pour les détourner. Et là, effectivement, ils deviennent très amis. Mais voilà, on peut, et surtout je trouve en tant que femme, parce qu'il y a quand même un peu parfois ce cliché-là, on peut se révéler à soi-même sans forcément que ça passe par l'amour, et l'amour d'un homme. Voilà. Donc, en tout cas, il y a un peu ça dans mes romans. Et en tout cas, la figure de l'amitié, c'était aussi... Alors après, il y a aussi comme une dimension de scénario où c'est vrai que c'était rigolo de prendre deux personnages qui se détestent. Alors bon, c'est une figure commune, mais deux personnages qui se détestent. Et une fois qu'ils ont fait tomber les masques, voilà, ils se rendent compte qu'ils ont quand même là, en plus, un intérêt commun. Ils sont un peu quand même obligés de se débrouiller pour survivre, donc il va falloir qu'ils se débrouillent. Et voilà, et le chemin de l'amitié plus que de l'amour. Je me tourne vers vous, Guillaume Aubin. Dans votre texte, il y a cette notion de ce personnage, fille rousse, qui a le two spirits, la bispiritualité qu'on peut retrouver dans beaucoup de cultures amérindiennes. Moi, je suis très curieux de vous entendre nous parler de cette notion qui est finalement très, très en marge, très éloignée des préoccupations un peu LGBTQIA+, qu'on peut avoir aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire ? On est sur quelque chose d'autre, quelque chose d'ailleurs. Et donc, je trouve ça vachement intéressant d'écrire sur cette notion qui a, en tout cas, qui n'existe pas beaucoup en Europe, voire pas du tout. D'où vous est venu ce cheminement et l'envie de parler de ça ? Oui, je suis très content qu'on souligne que c'est pas vraiment les mêmes catégories que des catégories contemporaines, LGBTQI+, etc. On m'a souvent reproché de faire de l'anachronisme dans ce livre en calquant justement des questions d'actualité sur un monde autochtone du XVIe siècle. Et en général, je réponds que les questions que je me pose et qui m'agitent sur le genre, évidemment, sont contemporaines et c'est des choses qui me traversent parce que c'est des questionnements qui me touchent. Mais j'ai voulu parler du concept Two Spirit tel que je l'ai compris, évidemment. Et donc, à la fois, il y a moi, ma personnalité, ma sensibilité pour ces sujets-là, mais ce sujet-là, il existait déjà, en tout cas, le concept Two Spirit, a priori, existait déjà au XVIe siècle, donc il n'est pas anachronique de ce point de vue-là. Comment ça s'est passé ? J'ai lancé ma première scène, comme je l'ai raconté tout à l'heure, et je voulais un personnage
féminin qui arrive à l'adolescence à un moment où justement s'affirment les rôles masculins et féminins. Et parce que ça évoquait, moi, ce que j'ai vécu à l'adolescence, où j'ai eu l'impression de vivre de manière très violente les injonctions à la masculinité, à la virilité. Et donc, je voulais un personnage un petit peu inverse, qui arrive à l'adolescence, on va dire, et qui reçoit de manière très violente les remarques de ses camarades qui lui disent « Ah ben, c'est bien gentil d'avoir joué au garçon manqué, en gros, mais maintenant, il va falloir rentrer dans le rang et il va falloir prendre ton rôle de femme. Et apprendre progressivement à devenir une femme et avoir un rôle de femme dans la tribu. » Et donc, j'ai lancé ce personnage-là. Et à cette époque-là, je connaissais pas encore le concept de Two-Spirit. Et c'est en me documentant que je tombe sur ce truc de bispiritualité. Et je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et il n'y avait pas beaucoup de documentation. Il y en a un petit peu plus déjà, parce que ça bouge vite, finalement. C'est des concepts qui ressortent. Et à l'époque, j'ai trouvé un livre universitaire américain avec des articles, mais c'est complètement dingue en fait. Bon, pour le résumer, la bispiritualité, alors il y a des concepts différents d'un peuple à l'autre, mais il y a une espèce de base commune qui serait de dire que certaines personnes peuvent avoir à la fois un esprit masculin et féminin dans le même corps. Et donc ces personnes-là ne sont d'une certaine manière ni hommes ni femmes, mais font partie d'un troisième groupe, qui est le groupe Two-Spirit, ou bispirituel en français. Et donc c'est comme un troisième genre. C'est ce que vous dites dans le roman, c'est le troisième troupeau. Je crois que c'est un moment, un personnage qui le dit à l'autre, tu es dans le troisième troupeau, tu n'es pas dans l'un ou dans l'autre. Exactement. Et donc, contrairement à des transidentités où on va passer d'un genre à l'autre, mais on reste quand même dans une notion un petit peu binaire. Bon, bien sûr, il y a tout ce qui est fluidité de genre, où là, on oscille sur la réglette du genre, mais on reste quand même sur deux pôles. Alors que là, a priori, il y aurait un troisième troupeau, effectivement. Et alors, c'est à la fois intéressant parce que ça permet de reconnaître une différence, mais ce qui est peut-être encore plus intéressant, c'est que cette différence était très bien vue. Elle n'était pas, a priori, dans beaucoup de cultures, elle n'était pas marginalisée, puisqu'on voyait ces personnes comme ayant quelque chose en plus. Elles ne sont pas ni féminines ou masculines, elles sont les deux. Et donc, c'est des personnes qui c'était souvent associé à des fonctions chamaniques, a priori, d'après ce que j'en ai compris. Et donc, c'était des personnes qui étaient très bien vues parce qu'elles étaient capables de faire la synthèse, d'une certaine manière, entre le pôle masculin et le pôle féminin du groupe. D'accord. Et ainsi, je me permets, mais on parle de spiritualité, aussi il y a différentes... ils ont des rapports, on pourrait dire aujourd'hui, animistes aussi à l'environnement dans lequel ils sont, que ce soit chez les longues tresses, que c'est les jeux rouges, mais il se passe quelque chose d'autre dès qu'elle rentre en contact avec les barbes. On se rend compte qu'ils ont un autre rapport qui est plus monothéiste. Est-ce que là, dans cette chose qui est nommée, en tout cas dans le texte, est-ce qu'on pourrait y voir une sorte de critique ou de regard sur un manque de diversité spirituelle contemporaine ou pas? Genre aujourd'hui, quel serait votre point de vue là-dessus? Alors, je ne suis pas au point sur l'animisme, donc je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. Après, c'est clair que moi... j'ai écrit un texte aussi pour être dans la forêt. J'avais envie d'écrire un livre pour être avec ce personnage qui soit en permanence au milieu des arbres, au milieu des animaux, que ses sens soient en permanence en alerte. Et donc, oui, il y a une critique de l'approche productiviste, on va dire, de ces barbes qui arrivent, et on va le voir, mais en plus, c'est dans un contexte un peu particulier. On est dans une pêche qui est déjà très intensive, parce que c'est des expéditions de pêche donc, qui partent d'Europe, qui vont aller dans le détroit du Saint-Laurent. Alors là, il y a pas mal de documentation pour répondre à votre première question, même si, comme je suis toujours du point de vue autochtone, je ne peux pas dire exactement qui c'est, quand c'est, d'où ils viennent, etc. Mais là, oui, je me suis pas mal documenté. Et donc, a priori, c'était des expéditions de pêche qui avaient besoin d'avoir un très gros rendement pour pouvoir être rentables. Et donc, il y avait une pêche proto-industrielle. J'ai lu ça dans
dans un livre d'un historien. Et donc évidemment, ça vient heurter la sensibilité, ou en tout cas le regard sur l'environnement que porte mon personnage. Vous en avez parlé tout à l'heure, le Ka, ce fruit imaginaire, d'où vient-il? Est-ce que c'est un croisement de plusieurs plantes que vous avez découvert pendant votre voyage ou vos recherches? Qu'est-ce que vous voulez nous raconter avec ce Ka? Parce que le livre est au centre, le Ka c'est le centre de ce livre. Toutes les transactions, toute la guerre est autour du Ka, tous les rituels sont autour du Ka. Oui, alors je l'ai inventé comment? Je voulais un fruit qui soit une ressource limitée. C'est pour ça qu'il y a un rapport avec l'île et donc un territoire bien restreint. Et je voulais qu'il y ait... en fait, je voulais toucher du doigt l'aspect économique de cette colonisation précoce, parce que là, on est encore à l'époque où se passe le roman, ou en tout cas l'inspiration du roman. On est avant l'arrivée des grands explorateurs, avant Jacques Cartier. Les pêcheurs européens, a priori, étaient déjà là. Et quand Jacques Cartier remonte le Saint-Laurent, il voit des bateaux de pêcheurs européens. Et donc, à cette époque-là, il n'y avait pas une volonté de s'approprier le territoire américain, enfin l'Amérique, le canadien en l'occurrence. Mais très rapidement, il y a eu des échanges qui se sont mis en place, notamment la peau de castor, ça a été très fort, et la morue. Donc ça, c'était deux produits qui étaient vraiment recherchés par les Européens. Et ça va avoir des implications économiques, ou en tout cas, ça va créer des changements sociétaux très tôt dans les sociétés, même avant qu'on parle de vraie colonisation territoriale. Et donc c'est pour ça que j'ai eu envie d'avoir ce fruit-là, qui est une sorte qui remplace la peau de castor dans mon intrigue, en tout cas dans l'utilité de ce fruit, remplace la peau de castor, mais par rapport à la peau de castor, ça a aussi des propriétés psychotropes, donc ça a un lien aussi à notre connexion à la spiritualité, aux fonctions chamaniques, etc. Donc je trouvais ça plus fort que seulement le castor. Anne, on parle de voyage, là on parlait de voyage jusqu'à l'Amérique. C'est le rêve de Marilyn, aller à LA, et encore à la fin, c'est toujours dans ses objectifs, alors qu'elle vient de vivre un voyage galactique, intersidéral. Le voyage, le rêve de voyage, en tout cas, c'est aussi au cœur de tout ça. Le personnage qui veut quitter son réel pour aller ailleurs, et qui va le quitter malgré elle. Oui, l'envie de voyage du début, c'est surtout l'envie d'un arrachement à son existence un peu terne et avec un père un peu embarrassant qui lui met la honte, pour le dire comme elle, face à ses amis. Et après, effectivement, le voyage qu'elle fait est incomparablement plus intéressant qu'un voyage à LA. Voilà. Après, le voyage, c'est quand même un kidnapping, donc c'est un petit peu différent. Et après, évidemment, il y a le côté un peu symbolique du voyage, mais pour le coup, il y a aussi le plaisir de la fiction. Et quand je travaille sur un roman, surtout pour cette tranche d'âge, ce que j'aime bien, c'est partir de quelque chose d'extrêmement réel, où ça peut être pour des adolescents, pour des lecteurs un peu plus âgés, ça peut être vraiment juste en bas. Moi, j'habite à côté d'une tour et je peux partir en bas de la tour, quoi. Enfin, voilà. Et après, l'idée, c'est quand même c'est un peu le défi scénaristique d'emmener le lecteur le plus loin possible, et petit à petit, et un peu comme si tout à coup, il disait, oui, mais en fait, on est dans l'espace et on est parti d'en bas de chez nous. Et oui, et sauf que normalement, si j'ai bien fait mon travail, le lecteur s'est laissé embarquer et c'est par degrés, donc c'est crédible. Et voilà, ça je l'ai fait aussi avec Perséphone au téléphone, où les enfants se retrouvent au pôle sud. Et voilà, j'aime bien ce côté, partir d'un endroit, voilà, vraiment du coin de la rue, d'un univers très réel, un peu terne, et de monter peu à peu les escaliers de la fiction pour arriver dans l'endroit le moins probable possible.
Et donc là, le voyage dans l'espace, c'était ça aussi. C'était voilà, j'avais des personnages, j'avais un début, et puis après, j'avais des scènes, les scènes qui se passent dans l'espace justement, et j'avais aussi le petit ver de terre super intelligent. Et donc voilà, après l'idée, c'est un peu comment après je construis une histoire pour aller de ce point-là jusque dans l'espace, par quel détour de la fiction j'y parviens. Donc c'est aussi, et ça, moi, c'est ce qui m'intéresse dans l'écriture, donc c'est plus un plaisir d'écriture qu'un symbole métaphysique, à dire. Mais en tout cas, voilà, c'est ce qui m'amuse en tant qu'autrice, en tout cas. Le père, qui est dans une grande joie de vivre, qu'on a dit, qui est envahissant et embarrassant, est dans une recherche de satisfaire sa vie de famille, que ça se passe bien malgré les difficultés, etc. Mais j'ai eu la sensation qu'il avait perdu le rêve. Il y avait le rêve inaccessible, mais qu'il n'y croyait pas réellement. Et j'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose d'un peu pessimiste sur le regard des adultes, en tout cas, quant au rêve, là où les enfants, dans le roman, sont remplis de rêves. Oui, après, non mais, oui, c'est sûr que le père il a renoncé. Clairement, il a renoncé. Oui. Après, l'idée, c'est évidemment aussi de pousser le curseur pour que ça devienne de la comédie. Mais effectivement, après, l'idée, c'était pas non. Il fallait quand même qu'il reste un peu sympathique. Et donc oui, non, il a clairement renoncé. Et avec aussi cette idée que peut-être il pourrait devenir très très riche en faisant pas grand-chose. Mais en même temps, c'est aussi parce qu'il a vécu tout un tas de choses assez terribles que son dernier espoir, c'est un peu ça. Et l'idée, c'était j'ai un peu tout essayé. Donc maintenant, s'il n'y a pas un miracle et qu'il n'y a pas quelque chose, une fortune qui me tombe dessus comme ça, je vois pas bien quelle nouvelle carte je peux tenter. Donc oui, effectivement, il y a pour ce personnage, il pourrait y avoir un fond un peu triste et tragique, mais c'est pas. Voilà, ça reste un personnage de comédie quand même, et je pense que j'ai suffisamment poussé le trait pour que ce soit pas si tragique. Mais effectivement, il a renoncé. Voilà. D'ailleurs, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est pas forcément un récit avec un fond métaphysique, mais est-ce que peut-être il pourrait y avoir un fond politique, dans le sens où c'est quand même des personnages dans des conditions qui ne sont pas non plus des personnes riches et qui rêvent de sortir de leurs conditions sociales. Est-ce que ça peut être un récit de transfuge ? Oui, non, alors ça pour le coup, alors la dimension politique, c'est peut-être un peu... c'est pas un roman engagé politiquement. Oui, bien sûr. En revanche, humainement, tout comme je dis, j'aime bien les histoires de personnages effectivement un peu de transfuge, qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on nous a donné au départ, pas forcément uniquement financièrement, mais aussi intellectuellement et aussi psychologiquement. Voilà, si on a été élevé dans la peur, comment on fait pour s'en extraire. Et effectivement, là, il y avait le côté un peu, pareil, un peu sociologique, pour le dire très vite, et en gardant quand même un contexte de comédie. Oui, financièrement, comment on fait pour s'en sortir ? Et à un moment, je me disais... alors après, voilà, ça peut faire écho à des situations vécues aussi, mais il y a un moment, en fait, à part m'envisager un braquage, la vie n'offre pas beaucoup d'autres solutions. Et donc, je m'étais dit... donc ça part d'une vraie... de quelque chose que j'ai pu vivre, moi aussi, en tant que personne, à un moment, on a besoin d'argent, et voilà. Et en fait, en revanche, cette idée-là de là, je ne vois pas comment faire à part braquer une banque, j'en fais un roman. Et c'est aussi une façon de transfigurer, de sublimer des choses. Mais en tout cas, cette thématique-là, qui est réelle et qui est pour le coup tragique, et voilà. Là, je l'ai pris pour en faire une comédie. Donc cette idée-là, il y a un moment, on ne peut pas faire autrement que braquer une banque. Je me suis dit, voilà, je vais prendre ce thème-là, et ça va être le cœur de mon roman. Et si en plus on est deux gamins, et là, je trouvais que c'était aussi, pour le coup, assez drôle en tant qu'autrice, voilà, il y a ce sujet-là, les personnages sont dans cette situation-là, ils ont besoin de 50 000 € maintenant, tout de suite, il va falloir braquer une banque, comment ils font ? Et là, je m'étais dit, en termes de scénario, moi, ça m'a aussi amusé de me dire, à la fin du roman, il faut qu'ils aient trouvé 50 000 €.
que ce soit à peu près crédible. Et donc, ils vont essayer de braquer une banque. Ça, c'est la solution réaliste de facilité. Ça ne marche pas. Voilà. Enfin, non, voilà, en tout cas, cette dimension-là, elle est là. Mais voilà, je la traite sous l'angle de la fiction débridée et de la comédie, et pas sous l'angle du roman noir, on va dire. Voilà. Très bien. Je vais revenir sur cette question du regard des adultes dans le monde, mais je me tourne vers vous, Guillaume, sur le ton du récit qui va complètement changer à partir de la deuxième partie, à partir du moment où le personnage grandit et devient adulte. Donc j'ai vraiment ressenti dans la première partie un personnage très naïf, très curieux, très joyeux, et à partir de son passage à l'adulte, je trouve qu'il va avoir un regard très nihiliste sur le monde qui l'entoure, encore plus avec l'arrivée des barbes et tous les échanges économico-sexuels qui vont y suivre. Est-ce que vous êtes plutôt d'accord avec ça, avec cette analyse ? C'est un personnage qui est en colère. Ça s'appelle l'arbre de colère. Longtemps, à un moment donné, je voulais plus ce titre-là parce que j'aime pas le mot de colère, finalement. Et ça m'a fait réfléchir au fait que moi, j'ai été très peu en colère dans ma vie. Et je pense que ce roman vient répondre à ça et vient exprimer des choses que j'ai jamais exprimées. Donc oui, je l'ai écrit, je crois, sous le coup de la colère. Et mon personnage est en colère parce qu'elle arrive à construire sa vie, mais elle le paye aussi. Elle le paye par de la solitude et par de la marginalisation, quand même si je racontais au début qu'a priori c'était plutôt bien vu. Mais bon, dans mon roman, dans ma fiction, mon interprétation, on va dire, ce personnage quand même est de plus en plus seul et un peu limite aussi dans son rapport au monde et dans sa manière de se mettre en danger, on va dire. Donc je ne sais pas si elle est nihiliste, mais oui, elle est passée par des moments difficiles. Et je vais réagir là-dessus. Sur le site de la Contre-Allée, avec votre éditeur, il est écrit que c'est une tentative d'exorcisation d'une vision utopiste que vous aviez lors de votre enfance, lorsque vous alliez dans la forêt avec votre cousin, votre cousine, et que cette tentative a été caduque à cause de reproduction du système capitaliste. Et j'aimerais savoir si, en fait, avec ce roman, avec l'écriture de ce roman, vous avez réussi cette tentative d'exorcisation est-elle réussie pour vous aujourd'hui ou pas ? Et est-ce que cette vision écologique que vous aviez auparavant, est-ce qu'elle est aujourd'hui envisageable et toujours viable pour vous ? Alors, je pense pas que le monde que j'ai décrit dans l'Arbre de colère qu'on puisse le retrouver comme ça. Je pense que j'imagine pas. Enfin, ça peut inspirer pour réinventer d'autres mondes, mais je le vois quand même comme un monde passé, même si de toute façon c'est quand même une fiction, mais pour la partie historique et mode de vie, ça me paraît difficile de le retrouver, donc je ne me fais pas d'illusions sur le fait que non, je ne vivrai pas cette vie-là, a priori. Après, ça me donne envie de raconter mon histoire de tentative de vie dans la forêt, parce que c'est rigolo, en fait, avec mes cousins, cousines, quand j'avais une dizaine d'années, entre nos 10 et 14 ans, on se retrouvait l'été et on faisait des cabanes dans la forêt, assez classiquement. Et puis, on a commencé à essayer de se dire, on va se prendre des métiers. Donc, on avait chacun nos métiers. Et puis, on a rajouté une monnaie. Donc, on se payait en coquilles d'escargot, parce qu'il y avait plein de coquilles d'escargot vides. Et donc, au départ, on avait 10 coquilles d'escargot chacun. Et puis en fait, au bout d'un jour, il y en avait un qui avait 30 coquilles d'escargot, c'était moi, parce que je dépensais rien. Et puis il y en avait qui dépensaient tout. Et du coup, on trouvait qu'il travaillait plus. Du coup, on le mettait en prison. Et il s'échappait de la prison parce qu'il en avait marre. Du coup, on lui doublait sa peine. Enfin bon, quand j'y pense, et on en parle souvent avec mes cousins cousines, et c'est affreux, ce qu'on a reproduit à échelle d'enfant. Donc voilà, c'était ce clin d'œil que j'ai mis dans la description sur le site internet. Et oui, je pense que il y a du vrai, dans le sens où moi, j'ai un peu rêvé ces cabanes avec mes cousins, cousines. J'aurais une dernière question pour vous, Anne,
Qui mange la pâtée? Mais ça, c'est l'inconscient du texte. C'est pas dit. Et nous, on s'est torturés. Qui mange la pâtée? Ça s'arrête avant, effectivement. Alors, ça aurait été un roman pour la collection. Là, c'est la collection pour des lecteurs 8-12, on va dire. Et donc, c'est la collection PPX. Ça aurait été pour la collection Exprime, donc les lecteurs plus âgés. Peut-être qu'on aurait eu les gens qui mangent la pâtée. Mais effectivement, ça s'arrête avant. Donc on ne sait pas qui mange la pâtée, mais peut-être nous, sans le savoir. Eh bien, nous resterons sur ce mystère. Merci à tous les deux pour cet échange qui fut très enrichissant. Merci. Et nous allons maintenant passer à la rubrique Coup de cœur. Aujourd'hui, je vous présente l'ouvrage La mare aux sorcières, texte de théâtre écrit par Simon Granja et publié en 2022 aux éditions École des loisirs. Dans cette histoire, on suit deux enfants, Pierre et Nina. L'un connaît la campagne comme sa poche et l'autre, malgré tous ses voyages, la découvre. Lui est plutôt peureux, dans le respect des traditions, et elle est curieuse, à l'affût de tout découvrir. Même la mare cachée dans la forêt, où il y aurait des sorcières. La mystérieuse prétendue présence de ces sorcières n'est en réalité qu'un prétexte de l'auteur pour sauver la nature de la destruction des hommes, au risque de subir un mauvais sort. Je la relie aux pratiques que l'on peut retrouver dans différentes cultures paysannes, notamment celle du bocage, où les habitants n'hésitent pas à faire appel à une désorceleuse afin d'être délivrés des mauvais sorts. C'est en tout cas sur ces pratiques de sorcellerie et de désorcellerie que l'ethnologue et sociologue Jeanne Favret-Sada s'est intéressée dans son ouvrage « Désorcelé », paru en 2024 aux éditions Gallimard. Elle a suivi pendant longtemps la désorceleuse Madame Flora, afin de comprendre le lent processus de guérison face aux mauvais sorts. Cette magicienne résout les crises propres aux agriculteurs bocquins quand ils se retrouvent l'objet de malheurs répétés. Tout son travail est lié à la compréhension des situations et à des suppositions, comme dans les thérapies savantes que nous connaissons. C'est sur ces mots que notre émission touche à sa fin. Merci Anne Schmoch d'avoir été avec nous. On peut retrouver votre livre Hold Up Intergalactique en librairie aux éditions Serbacane. Merci également à Guillaume Aubin de sa présence sur notre plateau. Son roman L'Arbre de colère peut être à retrouver en librairie aux éditions de la Contrallée. Merci à Jean-Serge Salle de m'avoir accompagné sur cette émission. Merci également au service de l'université. Et je vous laisse avec un message de Laure Dellerue qui nous présente la diversité des collections de la BU SHS. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine émission. La Bibliothèque des sciences humaines et sociales de l'Université de Lille, actuellement dans ses locaux provisoires jusqu'à la rentrée 2026, est heureuse d'accueillir, de soutenir et de s'associer aux différents rendez-vous proposés par la compagnie 8 autour du texte théâtral, de la poésie et du conte. Venir à la rencontre des auteurs, écouter leur voix, pouvoir les entendre évoquer leur processus de création, c'est un petit peu comme si les rayonnages de cette bibliothèque s'animaient et entonnaient une polyphonie sous la bienveillante houlette d'un chef de chœur. La bibliothèque achète, prête et met en valeur des livres, beaucoup de livres, depuis le manuscrit médiéval jusqu'au dernier manga. La lecture de certains d'entre eux relève de la prescription, revêt un caractère obligatoire et fait partie du cursus des étudiants. Mais notre conviction de bibliothécaire, c'est qu'ils sont là aussi pour éveiller la curiosité, l'envie, pour donner à penser et pour bousculer les idées préconçues et prêtes à l'emploi. La masse de nos collections permet à tout lecteur de se représenter une généalogie des textes, de mettre en scène des dialogues entre les auteurs, toute chronologie abolie. Les éditeurs de poésie et de théâtre accomplissent un magnifique travail d'accompagnement des auteurs, de sélection des textes et de valorisation des créations plurielles des artistes contemporains. Dans la mesure du possible, la bibliothèque s'efforce de proposer ces textes, de mettre en avant la création littéraire régionale et l'édition régionale. Et cette invitation scène libre fournit une merveilleuse occasion aux étudiants de l'université de s'ouvrir à la création littéraire et de présenter leurs propres travaux.